Bonjour à tous, je suis Étienne Noguès, je suis chargé de recherche CNRS au Centre de sociologie des organisations et je vais vous parler des médicaments génériques qui sont des médicaments qui font l'actualité, qui sont soit célébrés comme de véritables médicaments qui permettraient de soigner aussi bien mais à moindre coût, ou qui sont dénoncés comme des sous-médicaments qui sacrifieraient la santé à la recherche du moindre prix. Donc je vais vous parler des médicaments génériques, mais pour revenir sur la question de la concurrence par les prix et des conditions qui permettent à la concurrence par les prix de s'exprimer ou de ne pas s'exprimer. Et donc je vais prendre le cas français qui est celui que je connais le mieux et qui est très intéressant de ce point de vue-là. Donc cette présentation se déroulera en deux parties. Dans cette première partie, je vais vous parler de la question de la qualité et du prix des médicaments. Et dans la partie suivante, je vous parlerai des médecins, des pharmaciens et des patients et de la façon dont les pouvoirs publics français ont essayé de les mobiliser en faveur des génériques. Donc là, je vais vous parler de la question de la qualité et du prix des médicaments génériques. C'est un enjeu majeur pour développer la concurrence par les prix. En fait, si deux biens, notamment dans la santé, ne sont pas jugés équivalents par les professionnels de santé et par les patients, il devient difficile de faire entrer la question du prix dans l'affaire, puisque si les médicaments ne sont pas les mêmes, le prix ne peut pas faire la différence. Et donc, les pouvoirs publics français, quand ils ont essayé d'introduire les médicaments génériques au milieu des années 90, la première mesure qu'ils ont prise, c'est de donner une définition légale de ces médicaments génériques pour essayer de montrer qu'ils étaient équivalents aux médicaments originaux et donc attirer l'attention des acteurs de santé sur les prix. Donc cette définition légale comprend trois critères que vous connaissez sans doute. Le premier critère, c'est qu'il faut que le médicament générique ait le même principe actif en qualité et en quantité. Ensuite, il faut que le médicament générique ait la même forme galénique, sachant que les formes dites à libération immédiate sont considérées comme une seule et même forme. Donc un comprimé peut remplacer un sachet de poudre ou une gélule. Et le dernier critère, c'est la bioéquivalence, c'est-à-dire qu'il faut que le médicament générique se diffuse de la même façon dans l'organisme que le médicament original, avec des marges dites de bioéquivalence sur lesquelles je vais revenir. Alors, donc les pouvoirs publics ont considéré que si le médicament générique partageait cette même essence avec le médicament original, alors il était parfaitement substituable et il n'y aurait pas de risque pour la santé. Néanmoins, ils ont laissé un certain nombre d'aspects à la liberté des industriels. Ces aspects, c'est le nom, puisqu'en fait, les génériques n'ont pas forcément le même nom que le médicament original. Ils ont le plus souvent comme nom la dénomination commune internationale. Ensuite, l'apparence. J'ai dit que les médicaments génériques pouvaient présenter une couleur, une taille de comprimé ou une forme de comprimé différente. Il y a aussi la question des excipients à effet notoire qui peuvent être différents. La biodisponibilité, on a vu en fait qu'il y a des marges de biodisponibilité qui font que les médicaments génériques peuvent se diffuser un peu plus lentement. Les pouvoirs publics ont laissé un certain nombre de libertés aux industriels. Donc les médicaments génériques peuvent être différents par leur nom, par leur apparence. Ils peuvent être plus ou moins gros ou plus ou moins de couleurs différentes. Et les excipients à effet notoire qui ont été souvent pointés par les médecins et les patients, donc qui sont des ingrédients qui participent de la fabrication du médicament et qui peuvent différer entre le médicament original et son générique. La biodisponibilité, puisque donc le médicament générique peut se diffuser de manière légèrement différente du médicament original. Et donc la biodisponibilité, c'est-à-dire que les médicaments génériques peuvent se diffuser de manière légèrement différente des médicaments originaux sans que ce soit jugé avoir des effets thérapeutiques problématiques du point de vue de la pharmacologie. Donc les industriels de princeps qui font les médicaments originaux ont essayé de s'appuyer sur cette définition des médicaments génériques pour échapper à la concurrence des génériques. Et donc ils ont utilisé plusieurs stratégies. La première stratégie, c'est de multiplier les brevets pour compliquer et ralentir le processus de copie par les industriels de génériques. Donc, ils ont non seulement breveté le principe actif, mais aussi les procédés de production, les formes galéniques, ce qui a fait que les génériqueurs ont eu du mal à copier certains génériques. Un exemple classique, c'est le bâtonnet quadrisécable du Lexomil qui a été pendant très longtemps protégé, ce qui faisait que les génériqueurs étaient obligés de proposer un comprimé rond et qui était très difficilement sécable, ce qui a compliqué la substitution par les pharmaciens.
La deuxième stratégie qu'ont adopté les laboratoires de Princeps, ça a consisté à développer des innovations formelles en changeant légèrement le principe actif ou le dosage ou la forme galénique en faisant des formes à libération prolongée, modifiées, etc. Et ça a permis d'échapper à la définition du médicament essentiellement similaire et donc d'échapper à la concurrence des génériques puisque ces nouveaux médicaments n'étaient pas généricables. Et enfin, la dernière stratégie, ça a été de jouer sur la ligne un peu de crête entre la valorisation de l'innovation auprès des médecins et le dénigrement des génériques. Et donc, il y a un certain nombre de laboratoires, dont Sanofi Aventis pour le Plavix, qui ont été condamnés par l'autorité de la concurrence pour avoir dénigré leurs concurrents génériques auprès des médecins. Et donc, la réponse des pouvoirs publics à ces stratégies de contournement des laboratoires, ça a été d'étendre le principe d'équivalence en considérant que les dérivés de principes actifs, donc les isomères, les sels, les esters, les associations de principes actifs, finalement, pouvaient être considérées comme équivalentes aux médicaments génériques, sauf si elles apportaient un véritable apport thérapeutique et auquel cas elles n'étaient pas équivalentes. De même, les formes à libération prolongée modifiées ont été considérées comme équivalentes aux génériques, sauf si elles apportaient une amélioration de service médical rendu. Donc, tous ces éléments ont fait en fait que le principe d'équivalence a été étendu par les pouvoirs publics pour étendre parallèlement la concurrence entre génériques et médicaments originaux. Et symétriquement, en fait, les pouvoirs publics ont réduit le principe d'équivalence pour prendre en compte un certain nombre de problèmes de santé publique qui pouvaient être liés à une substitution trop large. Donc, les deux exemples qu'on peut donner, c'est les patients âgés de plus de 75 ans, de plus de 75 ans qui ont en fait souvent des problèmes cognitifs pour repérer leur traitement, s'y repérer. Et donc, il a été demandé aux pharmaciens de ne pas changer de marque de générique pour ces patients-là pour éviter qu'en fait, il y ait des confusions et donc des risques iatrogènes. Et le deuxième cas où il y a eu une restriction de l'équivalence, c'est pour les médicaments dits à marge thérapeutique étroite où la différence entre la dose toxique et la dose efficace est très restreinte et où du coup l'agence du médicament a fait des marges de bioéquivalence plus réduites et a demandé aux médecins et aux pharmaciens de faire attention lorsqu'ils pratiquaient la substitution, de bien surveiller l'équilibre thérapeutique du patient. Donc maintenant, j'en viens à la question des prix. Et je vais passer assez vite là-dessus parce que je vais en parler dans la prochaine partie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, et ce sera l'objet d'autres présentations, les prix des médicaments sont administrés et ça vaut aussi pour les médicaments génériques. Et donc, ce qui s'est passé en France, en fait, c'est que les pouvoirs publics, le Comité économique des produits de santé, a appliqué en fait une décote par rapport au prix du médicament original et a progressivement diminué cette décote. Donc au début, la différence de prix entre le médicament générique et le médicament original était de 20%, moins 20% pour le générique. Et puis depuis 2012, maintenant, elle est à moins 60%. Donc ils ont progressivement baissé le prix des médicaments génériques. Ils ont aussi baissé progressivement le prix des médicaments originaux qui étaient soumis à la concurrence des génériques. Et enfin, ils ont organisé une convergence des prix dans certaines classes thérapeutiques où il y avait beaucoup de génériques, mais où certains médicaments étaient encore non substituables par des génériques. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que les pouvoirs publics, et notamment le Comité économique des produits de santé, ont mimé ce que serait la concurrence par les prix sur un marché libre, mais en maintenant l'administration des prix. Donc, pour conclure cette première partie, deux choses à retenir selon moi. La première, c'est que on a en fait un marché de concurrence par les prix qui est entièrement organisé par l'État, qui joue à la fois sur l'équivalence entre les médicaments pour favoriser la comparaison et sur les prix pour mimer ce que serait l'effet de la concurrence par les prix. Et le deuxième point important, c'est de bien saisir que la concurrence entre les laboratoires n'a pas porté seulement sur les prix, mais aussi sur les qualités des médicaments. Les laboratoires de Princeps cherchant à tout prix à montrer que leurs médicaments n'étaient pas parfaitement équivalents aux génériques et donc pouvaient justifier d'un prix plus élevé.